Ce cours porte sur la physiopathologie de l'état de choc septique. Alors, la physiopathologie de l'état de choc septique, ça peut être extrêmement compliqué et on peut décrire ça pendant des heures avec des schémas et des schémas et même des schémas qui sont parfois extrêmement complexes. Néanmoins, je pense qu'on peut brosser un tableau assez général et c'est ce que je vous propose de faire ensemble. Pendant cette présentation, nous allons décrire successivement les mécanismes de base en immunité et en inflammation qui sous-tendent l'état de choc septique, les anomalies de la coagulation qui sont constantes et le retentissement viscéral du choc septique en insistant sur l'aspect hémodynamique, sur la défaillance circulatoire. Si on résume à très grands traits la physiopathologie de l'état de choc septique, on peut dire que un germe ou des cellules nécrotiques qui, on le verra, entraînent les mêmes conséquences, activent l'inflammation, créent un état d'hypercoagulabilité et que l'ensemble aboutit à une défaillance multiviscérale dans laquelle les stigmates hémodynamiques jouent un rôle absolument central. Cependant, rentrons un peu plus dans le détail et nous allons décrire comment les différentes structures sont reconnues et comment, in fine, elles aboutissent à une altération de la fonction d'organe. Commençons par la reconnaissance du germe. Alors la reconnaissance des agents pathogènes a énormément progressé au cours de la dernière décennie. Les agents pathogènes activent les cellules de l'immunité innée, parmi lesquels il y a notamment les macrophages, les monocytes, les granulocytes, via une interaction avec les récepteurs de reconnaissance de forme, les Patterns Recognition Receptors. Il s'agit d'une famille parmi laquelle 4 classes principales ont été identifiées. Les récepteurs de type TOL, les récepteurs de lectine de type C, les récepteurs de type gène inductible par l'acide rétinoïque 1 et les récepteurs de type oligomérisation se liant aux nucléotides. Le dernier groupe agit partiellement dans des complexes protéiques qu'on appelle les inflammasomes. Et ces récepteurs reconnaissent des structures du germe qui sont en fait des structures très conservées parmi les différentes espèces microbiennes qu'on appelle des PAMP ou structures moléculaires associées aux agents pathogènes, parmi lesquels il y a par exemple le lipopolysaccharide. Les récepteurs de type TOL, notamment, constituent une famille dans laquelle on identifie 7 individus qui reconnaissent des structures différentes. Et le Toll-like récepteur de type 4 joue un rôle central, car couplé au CD14, il reconnaît le lipopolysaccharide. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la fixation du lipopolysaccharide sur le récepteur de type Toll entraîne une activation complexe qui aboutit in fine à la transcription de gènes par la cellule pour des protéines de l'inflammation au sens large. Insistons maintenant sur une notion relativement moderne et très importante qui est celle des alarmines. De quoi s'agit-il? En fait, les mêmes récepteurs dont on parlait tout à l'heure et qui conduisent à la transcription de gènes pour des cytokines inflammatoires, détectent également des molécules endogènes libérées par les cellules lésées, les Damage Associated Molecular Patterns, qu'on appelle aussi des alarmines. Parmi elles, on trouve essentiellement la protéine B1 du groupe à mobilité élevée, les protéines S100 et les heat-shock proteins, mais il y a aussi des ARN, des ADN et des histones extracellulaires. Et ces alarmines, qui sont produites notamment par les cellules nécrotiques et par les macrophages activés, se fixent sur les récepteurs du groupe des PRR dont on parlait à l'instant, et elles activent également la transcription génique des médiateurs de l'inflammation dont on parlait. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces alarmines sont également libérées lors de lésions stériles, en dehors du sepsis, et ce qui peut expliquer qu'il existe des états de choc, on dit sepsis-like,
dont la pathogénèse n'est pas très différente de celle des états de choc septiques, alors qu'il n'existe pas d'infection. Et en effet, la stimulation des récepteurs par ces alarmines entraîne également la transcription génique des mêmes médiateurs de l'inflammation. En guise d'illustration, c'est le cas par exemple lors des traumatismes graves, comme montrait cette étude chez 33 patients. Dès le début de la phase évolutive, les alarmines étaient détectées, comme ici l'HMG-B1. C'était le cas aussi dans cette étude qui rassemblait un petit effectif de patients avec un syndrome coronarien aigu et un AVC ischémique. On voit l'élévation des alarmines dans ces syndromes qui sont bien sûr des syndromes non-infectieux. On retrouve ces alarmines dans nombre de situations graves, donc les hémorragies sévères, les AVC graves, les fractures multiples, les syndromes coronariens aigus graves et bien d'autres encore. Et ainsi, on trouve une explication au fait que la classification des états de choc ne connaît pas de barrière bien étanche. Un choc hémorragique ou un choc hypovolémique à la phase tardive, un polytraumatisme ont les caractéristiques hémodynamiques notamment qui sont celles d'un état de choc septique. Alors, quelles sont les conséquences de cette reconnaissance initiale des agents pathogènes? Les médiateurs de l'inflammation, qui sont produits en très grande quantité, activent la production de molécules du complément, activent les cellules de l'immunité innée, les monocytes, les macrophages, les cellules équivalentes, qui vont amplifier la réaction initiale, et activent les lymphocytes qui vont déclencher l'immunité, cette fois-ci adaptative. Nous avons vu que la reconnaissance du germe stimule l'immunité innée et conduit par les macrophages et les monocytes à une transcription des gènes des molécules médiatrices de l'inflammation, alors que l'immunité adaptative amplifie la réponse de l'immunité innée via les lymphocytes. Les lymphocytes T helpers participent à la production des cytokines pro-inflammatoires, alors que les lymphocytes B sont responsables de la formation des immunoglobulines spécifiques qui reconnaîtront le germe lorsqu'il se présentera à nouveau. Les cytokines pro-inflammatoires vont entraîner directement des lésions tissulaires, activer la production de monoxyde d'azote et de prostaglandine, qui sont responsables de la vasodilatation, dont on parlera par la suite, et entraîner un état d'hypercoagulation. Cet état d'hypercoagulation est indissociable de l'inflammation, et nous allons nous y intéresser de plus près. Alors, quels sont les mécanismes de ces anomalies de la coagulation? En fait, elles sont créées par trois grands mécanismes qui conduisent à une thrombose microvasculaire, l'activation de la voie du facteur tissulaire, l'altération du processus fibrinolytique et l'altération des mécanismes anticoagulants. Alors le sepsis entraîne la production par les cellules endothéliales et aussi par les monocytes et les macrophages, mais aussi par un grand nombre d'autres cellules de facteurs tissulaires. Et celui-ci entraîne une activation de la cascade de la coagulation qui aboutit in fine à l'agrégation de plaquettes, de fibrines, mais aussi de résidus de polynucléaires mourants, c'est-à-dire à la formation d'un thrombus. C'est le premier mécanisme, l'activation de la voie du facteur tissulaire. Le deuxième mécanisme, c'est l'inhibition de la fibrinolyse physiologique qui est due normalement à l'action de l'antithrombine et du plasminogène. Et cette altération, elle s'explique par la libération accrue qui est provoquée par les cytokines pro-inflammatoires d'inhibiteurs de l'activateur du plasminogène de type 1, PAI1. La troisième voie, c'est celle de l'altération des mécanismes anticoagulants physiologiques. En effet, à l'état normal, la protéine C se fixe sur son récepteur endothélial, le récepteur endothélial de la protéine C, le PCR, et lorsque la thrombine alpha se joint à la thrombomoduline, ceci conduit à l'activation de la protéine C. La protéine C se fixe à la protéine S, et la protéine C activée a une activité anticoagulante parce qu'elle inhibe l'activation du facteur 8 et du facteur 5. Or, au cours du sepsis, ce mécanisme est altéré parce que les cytokines pro-inflammatoires inhibent la formation de la thrombomoduline et inhibent
le PCR, ce qui conduit évidemment, ce qui contribue à l'état d'hypercoagulabilité. Enfin, il faut signaler un dernier mécanisme qui est dû en fait à des anomalies au niveau du récepteur activé par la protéase de type 1 qu'on appelle PAR1. Normalement, il est activé par la baisse de la protéine C activée par l'augmentation de la thrombine. Et lorsqu'il est activé, il conduit à un déséquilibre entre S1P1, c'est-à-dire le récepteur 1 de la phosphate de sphingosine, et S1P3, ce qui conduit à une altération de l'étanchéité endothéliale de cellule à cellule et ce qui contribue à l'altération de la perméabilité capillaire. Voilà donc pour ces mécanismes un peu complexes de la coagulation. Et avant de passer aux défaillances viscérales, il faut dire un mot de l'équilibre entre immunostimulation et immunodépression. Initialement, on a compris l'état de choc septique comme une réponse excessive de l'autre, c'est-à-dire comme une réponse inflammatoire excessive. On disait qu'il était normal que l'inflammation se développe autour d'une infection localisée, par exemple autour d'un panari, et ceci contribue à la guérison, alors que lorsqu'elle était généralisée à l'organisme entier, ceci conduisait à un état de choc septique. Ensuite est apparue l'hypothèse d'une succession, d'une réponse inflammatoire et d'une réponse anti-inflammatoire, et ce qui conduisait donc à un état, cliniquement, à un état inflammatoire important, puis secondairement à un état d'une relative immunodépression pendant lesquels apparaissaient notamment les complications infectieuses nosocomiales. Ceci dit, l'hypothèse actuelle, c'est plutôt celle d'une réponse inflammatoire qui côtoie une réponse anti-inflammatoire. L'équilibre entre les deux dépend du germe, de sa virulence, de l'inoculat, de l'hôte, de ses comorbidités, l'âge, son degré d'immunodépression, mais aussi l'intervention du traitement et puis tout simplement du temps. Et il ne s'agit pas forcément de deux mécanismes qui se succèdent. Voilà en tout cas la vision actuelle de cet équilibre entre immunostimulation et immunodépression. Passons maintenant aux défaillances viscérales et commençons, puisqu'on va parler d'hémodynamique, par la description d'un schéma général. Un schéma général, c'est-à-dire une façon de modéliser le système cardiovasculaire, de dessiner le système cardiovasculaire d'une façon. Il y a plein de façons de modéliser le système cardiovasculaire, mais celle-ci permet bien de comprendre la physiopathologie des états de choc. Et dans cette représentation, vous voyez que les circulations régionales, par analogie avec un circuit électrique, sont représentées comme étant branchées en parallèle, très important. La circulation cardio-pulmonaire est en revanche représentée en série. C'est important parce que ça explique que le cœur ne peut éjecter que ce qu'il a reçu des deux veines caves. Et puis, ce schéma représente, et c'est très important, les veines comme un réservoir veineux dans lequel, évidemment, l'organisme va pouvoir puiser en cas de défaillance circulatoire. Alors, si on schématise ce qui se passe au cours du sepsis, on peut dire que les stigmates de l'état de choc septique, c'est une grande vasodilatation artérielle. Cette vasodilatation concerne aussi les veines, et c'est sans doute très important. Ceci conduit à une baisse du volume dans le réservoir veineux, c'est-à-dire une hypovolémie relative. S'y associe une défaillance cardiaque, en tout cas dans un grand nombre de cas, et enfin une altération de l'extraction en oxygène. Alors, on va voir les uns après les autres ces différents mécanismes et voir quelle est la physiopathologie qui les sous-tend. Commençons par la vasodilatation. Cette vasodilatation, qui joue un rôle aussi important dans la défaillance hémodynamique, est due à plusieurs voies, plusieurs mécanismes, le plus important étant la voie du monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote est produit dans la cellule endothéliale à partir de l'L-arginine par différents types de NO-synthase. La NO-synthase endothéliale, INOS, est activée par les autocoïdes, bradykinine et thrombine. Le NO est aussi produit par une NO-synthase inductible, qui, elle, est induite par les PAMS, les cytokines pro-inflammatoires, le lipopolysaccharide. Quoi qu'il en soit, le NO produit dans la cellule endothéliale diffuse ensuite librement
vers la cellule vasculaire, vers la cellule musculaire lisse qui entoure l'artériole. Et là, le NO active la guanylate cyclase, dont le rôle est de transformer le guanosine triphosphate en guanosine monophosphate cyclique qui active la protéine kinase G. Et cette protéine kinase G, c'est une sorte de chef d'orchestre qui va entraîner plusieurs mécanismes qui conduisent à la vasodilatation. Tout d'abord, la PKG active la phosphatase de la chaîne légère de la myosine, ce qui conduit au départ du phosphate de la chaîne de myosine et au détachement de la chaîne de myosine de celle de l'actine et donc à la relaxation. La PKG active aussi des canaux qui font sortir le calcium de la cellule. Elle active aussi l'extrusion du calcium de la cellule, ce qui par le biais de l'hyperpolarisation membranaire active les canaux calcique voltage dépendants et qui vont faire sortir le calcium de la cellule. Et tout ça contribue, on le voit, à une diminution de la quantité de calcium dans le cytoplasme, et donc le calcium n'est plus disponible pour aller se fixer sur la troponine C et entraîner la contraction. La deuxième voie, c'est celle des prostaglandines. En effet, les prostaglandines sont produites par la COX-2 à partir de l'acide arachidonique, dont la prostaglandine I2, sous l'effet, là encore, de plusieurs molécules qu'on a vues impliquées au cours du sepsis. Et le rôle de cette PGI2, donc à nouveau formée dans la cellule endothéliale, c'est d'activer à la surface membranaire de la cellule musculaire lisse l'adénylate cyclase qui, comme on le sait, fabrique l'AMPC. L'AMPC stimule la protéine kinase, cette fois-ci A, et le rôle de la protéine kinase A, c'est de faire rentrer de façon massive le calcium cytoplasmique dans le réservoir à calcium de la cellule, dans le réticulum sarcoplasmique. Et ceci contribue bien sûr à la baisse du calcium dans le cytoplasme qui, une fois encore, n'est plus disponible pour se fixer sur la troponine C. Donc on l'a vu, la voie du NO, la voie des prostanoïdes. La troisième voie, c'est la voie des formes actives de l'oxygène. Et en effet, au cours du sepsis, de l'oxygène est produit en excès, notamment par un dysfonctionnement mitochondrial. Le NO est produit en excès, comme on l'a vu. Et tout ça conduit à la formation d'anions peroxynitrites. Et ces peroxynitrites ont des effets divers qui conduisent là encore à la vasodilatation, hyperpolarisation de la matrice, activation de métalloprotéases et qui vont altérer les récepteurs catécholamiques. La quatrième voie, c'est celle de l'hydrogène sulfuré, qui est produit à partir de la L-cystéine, notamment à partir de la cystathionine B synthase. Et l'action du H2S, c'est d'inhiber les cytochromes et donc de participer à la disoxy cellulaire, on en parlera tout à l'heure, d'activer les canaux KATP dépendants, et ces canaux une vasodilatation. Et d'ailleurs, le cinquième mécanisme, c'est une hyperpolarisation de ces canaux KATP qui vont entraîner une relaxation vasculaire. Le développement de la vasoplégie peut également être provoqué par des changements dans l'efficacité des catécholamines circulantes, comme la noradrénaline, à générer une contraction des cellules musculaires lisses. Et en effet, des modèles animaux, en tout cas, suggèrent que les états septiques s'accompagnent d'une diminution de l'expression des récepteurs adrénergiques alpha 1 qui entraîne cette résistance périphérique à la noradrénaline. La diminution de la réponse aux stéroïdes, liée notamment à l'insuffisance surrénale relative, ainsi que la baisse de la vasopressine, qui a été identifiée au cours du sepsis, joue également un rôle, et l'ensemble de ces mécanismes contribuent à la vasodilatation au cours du sepsis, vasodilatation artérielle, mais on le verra aussi, vasodilatation veineuse. En effet, l'aspect veineux de la vasodilatation doit toujours être gardé en tête pour bien comprendre les stigmates hémodynamiques du choc septique. Si on reprend notre schéma initial et qu'on se concentre sur le vaste réservoir veineux dont on parlait, on comprend bien que le retour
veineux systémique est provoqué par un gradient de pression entre, en amont, ce qu'on appelle la pression systémique moyenne, qui est la pression qui règne dans le réservoir, et la pression dans l'oreillette droite. Et en fait, cette pression dans le réservoir, elle est générée par la partie du réservoir veineux qui est contrainte par les parois des veines, ce qu'on appelle le volume sanguin contraint. Il existe un volume sanguin non contraint qui, lui, ne subit pas la pression exercée par la paroi des veines qui sont bien entendu très compliantes. Donc le retour veineux est lié à ce volume sanguin contraint qui est un volume sanguin efficace en quelque sorte. Cette réserve physiologique du volume sanguin non contraint peut évidemment être recrutée pour se transformer en volume sanguin contraint au cours de la défaillance circulatoire. Au cours de l'état de choc septique, la vasodilatation veineuse entraîne une diminution de la taille du contenant par rapport au contenu, qui lui reste globalement fixe, sauf s'il y a des pertes liquidiennes qui sont associées à l'état de choc septique, et donc ça entraîne un élargissement du volume sanguin non contraint par rapport au volume contraint, une diminution de la pression systémique moyenne, et donc du gradient qui génère le retour veineux systémique. Finalement, pour parler simplement, c'est ce qui explique l'hypovolémie relative qui justifie le remplissage vasculaire à la phase initiale du choc septique. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les parois des veines sont équipées de récepteurs adrénergiques de type alpha 1, exactement comme les artères, et que la noradrénaline, que ce soit la noradrénaline endogène du patient ou la noradrénaline qu'on administre, peuvent se fixer sur ces récepteurs alpha-adrénergiques veineux, entraîner une vasoconstriction qui va restaurer la taille du volume sanguin ou le volume du volume sanguin contraint par rapport à celle du volume sanguin non contraint. Et ainsi, on comprend que la noradrénaline exerce un effet qui est similaire à celui du remplissage vasculaire, et ceci plaide pour l'utilisation assez rapide de la noradrénaline au cours de l'état de choc septique, sans attendre que des litres d'expansion volémique aient été administrés. Le deuxième stigmate important de l'état de choc septique, c'est la cardiopathie liée au sepsis. Il s'agit d'un phénomène très intéressant qui a été découvert dans les années 80, notamment par les études du groupe de Joseph Parrillo aux États-Unis, et qui ont observé, comme chez ces patients-là, une diminution de la fraction d'éjection, la mesurée par angioscintigraphie, à la phase initiale du choc septique. Et ils observaient aussi qu'en quelques jours, cette dépression contractile était réversible. C'était la description de cette cardiopathie réversible liée au sepsis. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène important ? Sans doute oui, si on voit les études les plus récentes ou les méta-analyses de ces études qui montrent que, sans rentrer dans le détail, mais la dysfonction systolique liée au sepsis, est retrouvée dans environ 30% des états de choc septique à travers les études, alors que la dysfonction diastolique, qui est plus précoce que la dysfonction systolique, concerne environ 70% des états de choc septique. En tout cas, on voit que c'est un phénomène qui est important. Bien sûr, la dysfonction systolique joue un rôle hémodynamique qui est bien plus important que la dysfonction diastolique. Quels sont les mécanismes qui conduisent à cette dysfonction contractile ? En fait, il faut rappeler les mécanismes de la contraction normale. Normalement, lorsque l'influx se propage à la surface du sarcolème des cardiomyocytes et qu'il atteint les tubules de type T, il active les canaux calciques de type L, ce qui entraîne l'entrée de calcium dans la cellule. L'entrée de calcium vient activer le récepteur à la ryanodine, et ceci entraîne une extrusion massive du calcium dans le cytoplasme, auquel contribuent bien entendu les canaux calciques de type lent. L'augmentation massive de la concentration de calcium dans le cytoplasme fait que le calcium va se fixer sur la troponine C, et la modification de la conformation, la fixation des filaments de myosine sur les filaments d'actine, et donc la contraction.
Alors, quel est l'effet sur cette contraction normale, on va dire, de la stimulation sympathique? Les catécholamines se fixent notamment sur les récepteurs B1 cardiaques, ce qui entraîne une activation de l'adénylate cyclase, et on a vu tout à l'heure que ça conduit à la formation d'AMP cyclique à partir de l'adénosine triphosphate. Et le rôle de l'AMP cyclique, c'est de stimuler, on l'a vu tout à l'heure, la protéine kinase A, qui va activer les canaux calciques de type L, qui va activer le récepteur à l'arianodine et donc augmenter l'extrusion du calcium depuis le réticulum sarcoplasmique et l'augmentation de la concentration calcique cytoplasmique, et donc contribuer à un renforcement de la contractilité. C'est ce qui explique l'effet inotrope des catécholamines. Le premier mécanisme qui a été évoqué pour expliquer la cardiopathie liée au sepsis a bien sûr été l'ischémie, parce que cette dysfonction contractile réversible faisait penser à celle qu'on observait au cours de ce qu'on appelait à l'époque l'angine de poitrine. Néanmoins, l'ischémie, les troubles de la circulation coronaire ne sont pas en cause. Ça a été bien montré par ces études toujours du groupe de Parillo qui montraient que le flux sanguin coronaire mesuré dans le sinus coronaire est préservé au cours de l'état de choc septique par rapport à des sujets normaux, et il est même augmenté chez ces patients en cas de tachycardie par rapport aux sujets normaux. Néanmoins, d'autres études ont pu montrer qu'il existe une augmentation de l'hétérogénéité de la perfusion du myocarde dans les couches sous-endocardiques, ce qui fait qu'une ischémie focale ne peut pas être exclue, mais néanmoins, ça n'est certainement pas le mécanisme essentiel de la dysfonction contractile. Non, la dysfonction contractile n'est pas liée à une ischémie myocardique, elle est liée à la production des cytokines pro-inflammatoires, de celles qui sont présentes dans le sérum. Et ça a été montré notamment par cette étude avec cette figure qui est extrêmement illustrative. Et on voit ici que la contractilité de cardiomyocytes de rat, qui se contractent in vitro, était réduite lorsqu'on les mettait en contact avec le sérum de patients septiques et récupérait leur contractilité normale lorsqu'on les lavait de ce sérum, montrant que c'est le contenu du sérum des patients septiques qui conduit à la dysfonction contractile, et ça encore d'une façon extrêmement élégante. Alors en fait, la production des cytokines pro-inflammatoires, pour résumer les choses, induisent plusieurs mécanismes qui contribuent à cette dysfonction contractile. Il y a une diminution de la densité et de l'activité des canaux calciques de type L, tout d'abord. Il y a une diminution de la sensibilité des récepteurs bêta, avec une diminution de la transduction du signal bêta, à cause d'une augmentation des protéines G de type inhibitrice. Et cette diminution de la sensibilité à la stimulation adrénergique a été montrée très précocement, par exemple dans cette étude qui comparait la réponse à des doses croissantes de dobutamine chez les patients en choc septique avec une défaillance circulatoire par rapport à des patients qui avaient simplement une infection. Et cette diminution de la sensibilité des récepteurs bêta-adrénergiques, elle est liée en effet à une augmentation des protéines G inhibitrices, mais aussi sans doute à une phosphorylation des filaments de protéines, de troponine, pardon, des molécules de troponine, ce qui induit une sensibilité moindre à la fixation du calcium et donc une réponse contractile qui est moindre. Et ceci avait été bien montré dans cette étude qui montrait que la production d'AMP cyclique, donc en réponse à la stimulation bêta-adrénergique provoquée par l'isoprotérénol, était plus faible chez des patients en choc septique par rapport à des volontaires sains. Et ceci était dû à une diminution de la réponse du myofilament au calcium et qui était due à une augmentation des taux de troponine phosphorylée quand on exposait cette troponine aux lipopolysaccharides par rapport à des cas contrôle. Là encore, c'est une illustration très élégante de ces mécanismes. Enfin, dans cette diminution de la contraction cardiaque, la mitochondrie joue un rôle important puisqu'elle subit les dommages créés par le stress oxydatif, par les formes actives de l'oxygène dont on parlait tout à l'heure,
par une inhibition de ces cytochromes et de l'activité du complexe I. Passons maintenant au troisième stigmate hémodynamique de l'état de choc septique, qui sont les troubles de l'extraction en oxygène. Et on commence, pour bien comprendre les choses, par quelques définitions. On appelle le transport en oxygène le débit d'oxygène qui circule dans les artères. Le débit d'oxygène à travers l'aorte thoracique ascendante qui s'exprime en millilitres par minute. C'est un débit. Et il dépend bien sûr du taux d'hémoglobine et de la saturation. La consommation en oxygène, c'est le débit d'oxygène qui est consommé par les cellules. C'est un débit, il s'exprime là encore en millilitres par minute. Et le rapport entre la consommation et le transport en oxygène, c'est l'extraction en oxygène qui est normalement de 30%. De l'autre côté du réseau capillaire, la saturation veineuse en oxygène, c'est un reflet de l'oxygène qui reste du côté veineux après que l'extraction cellulaire s'est faite. Ceci conduit à une relation physiologique extrêmement importante, qui est la relation entre la consommation et le transport artériel en oxygène. On va voir d'abord ce qui se passe lors des états de choc convectifs, c'est-à-dire des états de choc hypovolémiques ou cardiogéniques. En fait, cette relation avec la consommation en oxygène en ordonnée et le transport artériel en oxygène en abscisse se lit de droite à gauche. Imaginons un patient avec un infarctus et donc une baisse du débit cardiaque et donc une baisse du transport artériel en oxygène. Initialement, en dépit de cette baisse du transport artériel en oxygène, la consommation en oxygène des cellules reste constante, ce qui explique que leur fonctionnement reste normal. Elles continuent de faire fonctionner leurs organites intracellulaires, de restaurer leurs membranes, les cardiomyocytes et les myocytes de se contracter. Bien entendu, si la consommation reste normale alors que les apports en oxygène diminuent, c'est parce que l'extraction en oxygène augmente, et ceci induit une baisse de la saturation veineuse en oxygène, la résultante de l'extraction du côté veineux. On voit que la saturation veineuse en oxygène qui baisse reflète cette inadéquation entre les apports en oxygène par rapport aux besoins en oxygène. En revanche, lorsque le transport en oxygène diminue en dessous d'un niveau critique et que l'extraction est maximum, cette fois-ci, toute baisse supplémentaire du transport en oxygène entraîne inévitablement une diminution de la consommation. À ce moment-là apparaît l'hypoxie tissulaire, et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que sont produits les marqueurs de l'hypoxie tissulaire, comme par exemple le lactate. C'est là aussi qu'augmente le gradient de PCO2. À ce moment-là, la saturation veineuse est à l'étiage, à son minimum, qui est aux alentours de 40%. La technologie a été décrite par des études très célèbres à la fin des années 80 qui ont utilisé le cathéter artériel pulmonaire qui permet de mesurer la consommation de transport en oxygène ici chez des animaux. Par exemple, lors de saignées progressives des animaux, donc le transport artériel diminuait, et les auteurs observaient cette relation biphasique entre consommation et transport, la zone d'indépendance qui témoigne de l'adaptation et la zone de dépendance entre la consommation et le transport artériel en oxygène. Ils observaient aussi que c'est lorsque la relation était dépendante que s'élevait le taux de lactate. Alors, comment est-ce qu'on explique cette extraction en oxygène? Reprenons ce qui se passe cette fois-ci à l'étage de la microcirculation. En fait, la microcirculation protège les tissus contre l'hypoxie tissulaire grâce à un grand nombre de capillaires qui sont schématiquement fermés pendant que d'autres sont ouverts. Et le recrutement de capillaires qui sont normalement fermés conduit à l'augmentation de l'extraction en oxygène. Prenons ce qui se passe ici en coupe transversale à ce niveau. En fait, la diffusion de l'oxygène, qui est un mécanisme passif,
depuis l'hémoglobine jusqu'à la mitochondrie, dépend, puisque c'est une simple diffusion, de la distance entre l'arrivée et le départ, de la surface d'échange, et puis bien sûr de les différences de concentration entre les deux. Et donc on comprend que préalablement fermé entraîne une augmentation de la surface d'échange, mais aussi une diminution de la distance entre l'arrivée et le départ de l'oxygène, et c'est ce qui explique qu'une proportion plus importante de l'oxygène est extraite par les tissus en provenance des capillaires. Et cette dilatation, elle se produit normalement sous l'effet de substances vasodilatatrices dont on a déjà parlé, depuis l'endothélium, donc on a entendu parler, notamment du NO, mais aussi de la voie des prostaglandines qui sont produites par l'endothélium, mais aussi par les cellules dès que l'ischémie apparaît. Alors en fait, cette vasodilatation locale, qui est due à ce qu'on appelle l'autorégulation métabolique, parce que ça se produit de façon locale en fonction du métabolisme cellulaire, vient s'opposer à la stimulation sympathique qui est entraînée par la baisse de la pression artérielle. Et en fait, les deux phénomènes se produisent en même temps, mais de façon différente selon les territoires. Et il y a des territoires qui sont très sensibles à l'autorégulation métabolique, qui sont donc très protégés, au premier rang desquels le cœur. Il n'y a pas de récepteur alpha sur les gros troncs coronaires, mais aussi le cerveau. Alors que d'autres territoires sont peu sensibles à l'autorégulation métabolique, mais sont très sensibles à la stimulation sympathique. Ils sont dits sacrifiés, et c'est notamment le cas de la peau. Alors cette relation, elle est vraie lors des chocs convectifs, mais pas lors des chocs septiques. En effet, dans la majorité des chocs septiques, une phase un peu plus tardive que la phase initiale, la relation entre consommation et transport en oxygène a une forme qui est différente, et le transport artériel en oxygène critique est bien plus élevé. C'est ce qui fait que la saturation veineuse en oxygène, d'ailleurs, à un niveau normal, alors même qu'il existe une hypoxie tissulaire, et d'ailleurs que les taux de lactate, par exemple, des marqueurs de l'hypoxie tissulaire, augmentent. Les typiques de l'état de choc septique ont été observés dans les expériences qu'on décrivait tout à l'heure. Dans ces expériences, les animaux qui avaient été saignés étaient retransfusés avec leur propre sang, et on leur injectait de l'endotoxine, ce qui en faisait tout d'un coup des animaux septiques. Et en refaisant une saignée identique, les auteurs observaient cette augmentation du transport artériel en oxygène critique, et finalement cette altération des mécanismes adaptatifs qui d'habitude protègent contre l'hypoxie tissulaire. Alors à quoi est due cette altération des mécanismes adaptatifs, cette altération de l'extraction en oxygène? Eh bien elle est due évidemment à des anomalies de la microcirculation. Et on sait qu'il existe au cours de l'état de choc septique, notamment maintenant que on peut visualiser la microcirculation sublinguale par exemple, qu'il existe au cours de l'état de choc septique des anomalies caractéristiques avec une diminution du flux sanguin capillaire, une diminution de la vitesse de progression des hématies dans les capillaires, une diminution de la proportion des capillaires qui sont ouverts. En fait, ces anomalies de la microcirculation, un rétrécissement des capillaires au milieu de larges zones qui sont hypoperfusées, alors que de vastes chintes artério-veineux existent et sont inefficaces au plan de l'oxygénation tissulaire. Alors ces anomalies, elles sont dues à des phénomènes qu'on a déjà vus. D'abord la diminution de la réactivité vasculaire, et notamment aux signaux bêta 1 adrénergiques dont on parlait, mais aussi aux thrombies qui se forment à cause des troubles de la coagulation, dont on a aussi parlé, qu'on a expliqué, à cause d'une diminution de la déformabilité des hématies du fait de l'inflammation. Il faut rappeler que dans les capillaires, les hématies se déplacent en collant à la paroi, et ceci afin de réduire la distance entre l'hémoglobine et les cytochromes de la mitochondrie, mais aussi une augmentation de l'agrégation cellulaire et de la proportion des polynucléaires activés, une diminution de l'activité de Rowling, et enfin l'altération du glycocalyx à la surface de l'endothélium joue sans doute un rôle important dans ces anomalies de la microcirculation, cette dysfonction microcirculatoire au cours du choc septique. L'ensemble de ces mécanismes donc explique cette dysfonction microcirculatoire,
Mais la diminution de l'extraction au cours du choc septique est aussi due à un autre phénomène qu'on appelle dysoxie cellulaire ou dysfonction mitochondriale, et c'est le dernier mécanisme qu'on va analyser dans cette présentation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mitochondrie et comment se passe le métabolisme aérobie? Bien sûr, le substrat essentiel du métabolisme aérobie, c'est le glucose transformé en pyruvate qui rentre dans le cycle de Krebs, ce qui active la phosphorylation oxydative, la production d'ATP, réaction qui est très rentable puisque une molécule de glucose conduit à la formation de 38 molécules d'ATP et l'oxygène est le cofacteur des cytochromes mitochondriques. Le pyruvate est d'ailleurs normalement transformé en lactate par la lacticodéshydrogénase. Au cours du métabolisme anaérobie, il y a bien sûr plus d'oxygène et donc les cytochromes mitochondriaux ne peuvent plus fonctionner, il n'y a plus de phosphorylation oxydative. La première conséquence, c'est que le taux de pyruvate et donc le taux de lactate augmente. Le lactate passe dans le cytoplasme et ensuite dans la circulation, et c'est ce qui explique que l'état de choc s'accompagne quasi inévitablement de la production de lactate. Néanmoins, un mécanisme adaptatif qui continue de protéger la cellule contre l'hypoxie tissulaire conduit à la formation, cette fois-ci, d'une très faible quantité d'ATP à partir de l'ADP à cause de cette transformation du glucose en pyruvate. Alors à quoi est due la dysfonction mitochondriale propre au sepsis dont on parlait tout à l'heure? À une dysfonction des cytochromes mitochondriaux qui dysfonctionnent, attaqués par un grand nombre de substances qu'on a vues produites au cours du sepsis. Endotoxines directement, les anions nitrate nitrite, le monoxyde d'azote lui-même, ou les formes actives de l'oxygène, qui expliquent que la mitochondrie ne fonctionne plus et que même si la cellule, au cours de l'état de choc septique, reçoit une quantité adéquate d'oxygène, elle est incapable de l'utiliser, une dysfonction respiratoire de la cellule au cours de l'état de choc septique. Par ailleurs, au cours de l'état de choc septique, il faut aussi signaler que la stimulation adrénergique des cellules musculaires striées va, via la production d'AMP cyclique, stimuler la NAK-ATPase, ce qui va entraîner une activation de la glycolyse et à partir du glycogène, à une formation plus importante de pyruvate et donc de lactate qui va s'échapper dans la circulation. Et il s'agit là d'un mécanisme sans doute important parce que ça explique que au cours de l'état de choc septique, le lactate puisse être produit de façon aérobie à cause de cette stimulation adrénergique à travers les cellules musculaires. Voilà le dernier mécanisme qu'on a étudié en parlant de la physiopathologie du choc septique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.